sur la presse, l'architecture et l'environnement. Les messieurs dames qui sont là sont journalistes, architectes, enseignants, critiques. Ils vont se présenter. Mais ce que je voulais dire, ce n'est pas seulement un problème de la presse et de l'architecture, mais aussi la presse avec ses problèmes aujourd'hui par rapport à, disons, au marché de la communication, au marché de la presse. Quels sont les problèmes? Et je pense qu'on peut apprendre de... Cet après-midi, nous devrions parler de la dimension sociale de l'architecture. Je pense que cette notion doit être comprise de manière différente. Les revues d'architecture, parlant de cette discipline et de ses productions, d'emblée, tout le monde traite de questions sociales de l'architecture. Mais en réalité, dans certaines revues, on met l'accent sur la dimension sociale de l'engagement de l'architecte, ce qui est quand même assez différent. Et de ce point de vue-là, la revue du Carré Bleu nous fait penser à d'autres revues comme Espace et Société, la revue de Giancarlo De Carlo, et d'autres revues qui, en réalité, ne font pas l'objet d'une production architecturale. C'est pas l'objet de promouvoir la promotion de l'architecture dans ces édifices, etc. C'est plutôt une réflexion sur comment on exerce son métier, sur quelle base sociale on s'appuie et quel engagement finalement on peut en tirer. Quand on pense à l'exemple de Giancarlo De Carlo, finalement sa réponse architecturale est tout à fait complète. Quand on voit la ville d'Urbino par exemple, le résultat c'est un engagement dans la ville, un engagement dans la cité en tant que stratification d'époques historiques qui sont toutes présentes aujourd'hui. C'est aussi une manière de construire avec des matériaux bruts, le béton, la brique, etc. Et donc au service d'une population, de toute la population, aussi bien les habitants que les étudiants, par exemple, dans le cas d'Urbino. Donc il me semble qu'on devrait parler de plusieurs choses, parce que les revues d'architecture ne sont pas toutes destinées aux mêmes personnes, on pourrait dire, parce qu'il y a différentes manières de lire les revues d'architecture. On lit les revues d'architecture dans l'actualité immédiate. Il y a des revues d'architecture qui sont hebdomadaires, etc. Et qui donc traitent de questions essentielles du métier d'architecte dans son accomplissement, disons, quotidien. Il y a des revues d'architecture qui placent le débat un peu autrement, c'est-à-dire en réfléchissant sur des grandes orientations thématiques, sociales, constructives ou d'autres sortes, donc qui sont d'une autre périodicité, qui sont des revues bimestrielles ou bimensuelles, certaines d'entre elles. Et donc, à ce moment-là, le lectorat n'est plus tout à fait le même. En ce qui concerne moi j'ai un souvenir du Carré Bleu du temps que j'étais étudiant, et je me souviens qu'on lisait beaucoup les revues d'architecture, quelles qu'elles soient, et en particulier celle-ci, parce que, disons qu'on traitait de questions sociales. Souvent, ça nous apparaissait comme un peu décalé. C'est-à-dire, c'était pas tout à fait dans ce qu'on ressentait comme étant le message que portaient les architectes qui nous enseignaient. Donc, c'était décalé, mais dans le bon sens. Et comme ça, en lisant Le Carré Bleu, si après on allait écouter Jean Renaudy en train de parler de son projet de Jeanne Hachette à Ivry, on était un peu dans le même contexte social. Un engagement, disons, social de l'architecte. Je partirai donc d'un constat connu. On sait que
les recherches et les études sur les logements pour tous et sur l'unité d'habitation et le quartier sont anciennes, remontent déjà aux années 20, mais même avant, mais qu'elles acquièrent une résonance internationale, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. À ces propos, les revues, les congrès, les expositions relatent, entre autres, des études politiques, économiques américaines, aussi bien que des initiatives comme la New Deal, etc., aussi bien que des initiatives anglaises des années 30 et 40. Ce qu'on remarque en Italie à cette époque, c'est qu'il y a un léger retard quant aux questions urbaines, la réflexion sur la question urbaine et territoriale, et pourtant, c'est à cette époque que la notion de quartier comme unité de base, comme unité urbaine, urbanistique élémentaire, commence à s'esquisser. Surtout, une des questions que j'étudie dans ma thèse, c'est le fait que certaines expérimentations clés certains dispositifs aussi de welfare state seront mis en place dans l'urgence du que faire et ces exemples sont emblématiques et vont contribuer de façon significative au renouveau des modèles de l'habitat pour tous. Donc, dans le débat, on voit une impossibilité pour les architectes de séparer ce qui est l'engagement politique et social de l'activité artistique et du projet en particulier. Premier point, que reflète la façon dont l'architecture est diffusée par les revues. Donc, je commencerai par une chose qui n'a a priori rien à voir, qui est la définition d'un bilan comptable. Pour moi, un bilan comptable, c'est une photographie de la situation d'une entreprise à un instant T. C'est tout au moins ce qu'on m'a dit le jour où j'avais décidé que je devais apprendre un peu quelque chose en comptabilité. De la même façon, la façon dont l'architecture est diffusée à travers les revues reflète, à mon sens, une situation à un moment donné, celle de l'architecture en France aujourd'hui, et de plus en plus, la façon dont ces questions s'inscrivent à l'échelle mondiale. Que la façon dont l'architecture présente dans les revues témoigne d'une situation à un moment donné, cela veut dire plusieurs choses. Cela veut dire tout d'abord que ce qui est montré reflète les conditions de production de l'architecture ou de l'urbanisme, c'est-à-dire les attentes et par voie de conséquence la culture, quelle qu'elle soit, des maîtres d'ouvrage et des acteurs politiques, les compétences ou les limites techniques des entreprises, la culture, le talent ou les faiblesses des architectes, leur capacité d'invention ou de répétition, et enfin les contraintes urbaines et financières. Ce qui est montré reflète aussi la succession des registres formels et des modes, tout autant que l'impact de la photo et des techniques graphiques de représentation. Au-delà de la question des moyens dont disposent les revues, ce qui est montré reflète enfin la culture et l'état d'esprit de chacun de ceux qui interviennent dans les revues, et le point de vue ou la multiplicité de points de vue qui en découlent. Pourquoi en vient-on, tous autant que nous sommes, à écrire un jour sur tel ou tel sujet ? Opportunité de carrière, prolongement d'une aura universitaire, connaissance intime, plaisir de la découverte, intérêt technique ou historique, goût de l'innovation. Les raisons sont multiples pour chacun d'entre nous. Avec quel background le fait-on ? Tout cela va conditionner le regard et par voie de conséquence le propos. Dans une rédaction, si le rédacteur en chef donne le ton, cela n'exclut pas la diversité des regards qui contribuent à nourrir le propos. Autre question, celle de la ligne éditoriale. Partout dans le monde, on constate que certaines revues revendiquent plus que d'autres une ligne éditoriale. Et on peut regarder aussi la façon dont les revues évoluent. Mais cette notion de ligne éditoriale, qu'est-ce qu'elle veut dire aussi ? Elle semble parfois se réduire à passer d'une mode à l'autre pour sélectionner les projets. Les néo-modernes et les déstructurants ont ainsi cédé la place aux boîtes suisses ou à des projets qui en donnent moins pour moins cher. Entre ces trois points, les 3 points que j'ai évoqués, il y a naturellement des interactions. Ce qui est produit pour telle ou telle raison peut devenir ce qui est reconnu, admis puis publié, parfois au détriment d'autres choix.
Or, publier une réalisation est une façon d'attirer le regard, un peu comme lorsqu'un objet est mis en vitrine dans un musée. Dès lors, des maîtres d'ouvrage, des élus ou des jurés de concours attentifs à ce qu'ils disent et soucieux d'être dans le coup, assureront par leur choix la promotion d'un style. Les maîtres d'ouvrage qui ont tant point de vue semblent d'ailleurs attacher moins d'importance à la presse, et les revues ont aussi valeur de collection d'images, comme peut l'être un catalogue des formes. Donc je pense qu'il y a véritablement à ce niveau-là tout un ensemble de facteurs qui se mélangent. Et quelle que soit la façon, enfin il ne s'agit pas du tout de savoir si les gens sont plus ou moins compétents, mais pour moi c'est véritablement un fait. Alors là-dessus se greffe le deuxième point qui est le journaliste passeur ou regardeur. Alors au début, à mon sens, les chroniqueurs et les journalistes ont été là plutôt pour présenter et mettre en valeur ce que les gens faisaient. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient, et puis d'autres allaient les voir pour parler d'eux. Et puis ensuite, on est arrivé à une autre période, qui était la période qui a consisté à dire il ne suffit plus de faire, il faut aussi savoir faire. Donc on est rentré dans quelque chose qui était plus de l'ordre de la communication. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'on est dans une période où certains petits malins se disent montrons déjà qu'on sait montrer qu'on sait faire, et puis après on verra bien si on sait faire. Donc si vous voulez, pour moi, il y a à ce niveau-là quelque chose qui devient un peu pernicieux, mais qui en même temps est l'époque dans laquelle on est. Et il suffit de le savoir, d'en avoir conscience, et puis après tout, bon, on doit composer toujours avec son époque. Et en même temps, cette ère du savoir-faire, du faire-savoir, n'est pas propre à notre époque, puisque à d'autres époques, c'était aussi souvent des gens qui maniaient le discours habilement, qui s'en sortaient mieux que d'autres, et puis quelque part, les talents se frôlent et se côtoient. Donc, je pense que le danger, en fait, quand même, de cette histoire, c'est qu'on peut ainsi voir, nous, quand on a relaté ces histoires à travers les revues ou les supports qui sont les nôtres, on peut voir de merveilleux discours masquer l'indigence d'une œuvre. Et moi, c'est ça que je trouve le plus inquiétant. Parce qu'on est très très vite, à notre époque, dans le conte de fées, le champagne coule à flot, l'image de synthèse l'accompagne, et le paysage y gagne assez peu, à mon avis. Quels que soient les domaines, architecture, littérature, cinéma, art plastique, ce phénomène intervient. Et peut-être les disciplines scientifiques y échappent-elles, puisque, bon, il y a quand même des vérités scientifiques qui semblent s'établir. Dès lors, la responsabilité des rédactions devient très grande à mon sens. Elle se mesure à la capacité de resituer les choses et de prendre du recul par rapport au discours, par rapport aux communiqués de presse. Elle se mesure à la capacité de garder le regard ouvert pour découvrir dans un petit coin de France ou du monde une architecture inédite, de remonter la piste pour trouver l'architecte, de lui conseiller un photographe s'il n'en a pas, et de faire connaître ce travail. Cela suppose d'échapper au name dropping, ce qui n'exclut pas pour autant de saluer comme il convient toute œuvre et tout parcours digne de ce nom. Ce travail impose donc une part d'engagement, ce qui est la moindre des choses, puisque nous relayons le travail de concepteurs dont la tâche est souvent plus ardue que la nôtre. Parce qu'il me semble que traiter l'urbanisme et l'architecture aujourd'hui, c'est quand même plus difficile que de regarder ça et puis d'essayer d'en dire quelque chose de pas totalement stupide. Cela suppose que chacun ait la capacité de se remettre en cause et de bien connaître lui-même ses capacités d'engouement pour garder le regard ouvert et intacte la capacité d'enthousiasme qui lui permet de découvrir des architectures au lieu de rabâcher des noms. Cela suppose de comprendre la sensibilité ou le regard d'un autre et d'en débattre avec les confrères que l'on estime. Alors, merci pour l'invitation à les amis du Carré Bleu, à Massimo Picacciamarra. Et je m'excuse pour mon français qui est très mauvais, mais bon. Il y a 3 points de départ pour la réflexion et ce sont des choses un petit peu déjà traitées par Christine Desmoulins. Donc le premier, les projets d'architecture sont en général de plus en plus liés à l'image aujourd'hui, à la surface. Ils rassemblent une façon de se présenter qui est très proche à l'haute couture. Cette stratégie répond à des enjeux de marketing qui réduisent l'architecture à une simple question de brand.
de brand. Cette condition trouve de persuasive vestale, je crois, dans beaucoup de revues aujourd'hui. Papier glacé, grandes images et petits textes, grande assurance et peu de doutes, d'interrogation. Là-dedans, il y a le maître d'œuvre, l'architecte, qui est présenté dans une merveilleuse solitude de la création. Le deuxième point. Tout le monde est en train de vivre dans un état de surinformation à propos de n'importe quel sujet. Si d'un côté, cette condition offre une occasion d'affranchissement par rapport à l'accès à la connaissance et la mise en contact entre les gens, il faut voir le rôle de l'Internet. De l'autre côté, le risque est d'avoir trop d'infos qui vont se niveler et former entre elles un mélange presque uniforme qui cache les différences et rend plus difficile à chacun de s'interroger. Ce bruit de fond n'aide pas à entamer une position critique par les hommes. Cette condition n'aide pas forcément à se demander la raison des choses. Quelquefois, la croissance de la quantité ne signifie pas forcément la croissance de la qualité. Je me rappelle d'une slide qui a passé, si je ne me souviens pas mal, Massimo, d'un rappel du Carré Bleu qui disait, du rapport le Club de Rome sur les limites de développement, qui c'était pas de quantité mais de la qualité. Voilà. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui veulent s'engager dans le domaine de l'information en écartant la formule d'une revue papier glacé se trouvent face à un paradoxe. Produire un journal à lire pour des lecteurs qui n'ont plus de temps pour lire. Et là, beaucoup de fois, nous, dans la rédaction, nous allons parler entre nous et avec notre éditeur et on dit, bon, il faut faire quelque chose que les gens lisent, mais sans qu'ils perdent trop de temps. Et par rapport à ce cadre d'ensemble, donc, quelle est notre position du Journal de l'Architecture et notre petite expérience après 6 ans de parution? Nous croyons que c'est très important d'effectuer une sélection entre l'océan d'infos et d'événements. Il faut effectuer une mise en hiérarchie des choses. Mais quelles sont les choses et quel est le filtre à travers lequel il faut les regarder? Les choses ne sont pas seulement les bâtiments et les projets qui portent la griffe des archistars, mais sont aussi les événements culturels, les stratégies des maîtres d'ouvrage, des acteurs politiques et urbains. Donc, on peut bien comprendre que le domaine d'intérêt de notre regard embrasse ce que déjà disait William Morris, l'ensemble des transformations et altérations introduites sur la surface terrestre pour répondre aux nécessités humaines, sauf le pur désert. La lecture, donc, selon nous, doit aller au-delà des formes dessinées de l'architecture et de l'urbanisme, mais aussi de l'industrial design, vu comme une seule question de création artistique. Là, il y a la création, bien sûr, mais réussir à montrer derrière ça l'influence qu'ont les enjeux sociaux, politiques, techniques, législatifs et économiques. D'ailleurs, c'est la lecture du domaine bâti qui vient des sciences humaines, les leçons qu'ici en France, à Paris, avec l'École de haute études en sciences sociales, est bien connue. Nous croyons peut-être avec une conviction qui est aujourd'hui certainement démodée, un petit peu au moins, mais absolument valable au rôle du texte, accompagné par l'image, bien entendu, pour susciter dans le lecteur une position critique, mais aussi à un niveau supérieur, espéré dans une réaction de celui-ci, pas seulement quelqu'un qui lit. Donc, un lieu de débat comme le Carré Bleu, qui est né aussi comme débat. Et ce matin, on parlait de réseau entre différents gens et positions comme formation.
Il est donc essentiel d'évaluer la cohérence des idées envers les communiqués et les dossiers de presse. Là, c'est incroyable, hein? On reçoit beaucoup de dossiers de presse et le journaliste, ce n'est pas celui qui reproduit tout simplement les dossiers de presse, sinon c'est mieux de ne faire rien. Hein? Car les dossiers de presse sont très engagés dans la promotion du sujet. Ici s'ouvre la délicate question du rôle de la critique, dont tout à fait Mme Desmoulins a bien parlé. Car on va souvent toucher la sensibilité des acteurs. En Italie, la critique est acceptée seulement si elle est élogieuse. Jamais parler mal ou parler critiquement de quelqu'un. Si on parle bien, tout le monde est content. Si on parle mal, mais pas pour parler mal gratuitement, mais pour montrer la différence entre les propositions et les actions. Alors, tout le monde dit non, ça ne va pas, et arrive tout de suite l'appel au téléphone de l'architecte, de celui qui a écrit le livre. Bon, je crois qu'en Angleterre, les pays anglo-saxons ont une vision plus large de la critique. C'est toujours de montrer les différences entre projet et réalisation. Donc, je crois que cette attitude de travail peut être une petite mission civile. Merci. Oui, je suis le rédacteur en chef de la revue d'architecture. Je souscris à ce qui a été dit et je ne vais pas vous infliger de répéter en moins bien ce qui a déjà été très bien dit. Simplement, je reviens à l'intitulé en venant ici, c'était l'intitulé de la table ronde, c'était la dimension, le rôle social des revues. Donc, je crois qu'on est actuellement dans un moment très critique pour la presse. En général, hein. Donc je ne vais pas parler de la presse en général, mais on en fait partie. Alors, juste une aparté avant, je crois qu'il faut faire la différence entre les revues scientifiques, si j'ose dire, et la presse. Alors, la revue scientifique, en architecture, c'est quoi? Je ne sais pas si le Carré Bleu est une revue scientifique ou pas, mais disons qu'il y a en France, tous les universités aujourd'hui éditent des revues, hein, tous les chercheurs, donc il y a une multiplication des revues comme il n'y a jamais eu. Donc, vous parliez effectivement d'une multiplicité de textes, de choses comme ça. Je pense que autrefois, disons que si on prend l'architecture d'aujourd'hui et technique et architecture dans les années 30, les revues étaient le lieu de diffusion pas seulement de diffusion de la théorie, mais c'est là où s'écrivait la théorie, en fait, réellement. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que, d'une part, il y a ces revues universitaires où chaque école édite les textes de ses chercheurs. C'est dû aussi au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de théoriciens, mais moins de théorie, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on ne sait plus très bien aujourd'hui est-ce qu'il y a une théorie dominante, enfin, jusque je dirais, à la postmodernité et peut-être la déconstruction. Il y avait vaguement des courants. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus flou, la pensée sur l'architecture. Et Et aujourd'hui, je pense que les revues, en tout cas les revues au sens de la presse, n'ont plus réellement ce rôle je dirais, d'être le lieu où vont s'exprimer, où vont apparaître les théories. Non pas qu'elles ne veuillent pas le faire, mais qu'il n'y a plus la place pour les raisons, entre autres, que vous avez citées, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, si on fait un texte qui fait plus de 12 000 signes, on peut être sûr qu'il ne sera jamais lu, et qu'il y a d'autres lieux pour ça. Donc se pose la question, effectivement, du rôle social des revues, et c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, par contre, les revues ont un rôle peut-être plus politique. Quand j'entends politique, j'entends dans la mesure où elles se proposent finalement de démontrer qu'une architecture est possible pour tous, une architecture de qualité est possible pour tous. Et c'est à mon sens plus le rôle des revues aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, de diffuser
à partir, effectivement, de diffuser peut-être ce qui est théorique, mais quand je dis diffuser, c'est-à-dire que de relayer, d'être passeur entre peut-être les revues universitaires ou des penseurs, des choses comme ça. Parce qu'il y a, et puis, effectivement, on se fait le témoin des livres qui sortent, etc. Mais je crois aussi que les revues doivent être là pour montrer qu'une architecture qui n'a pas de limite à l'ambition de sa qualité est possible pour tous. Et ça aurait peut-être pu paraître un peu une évidence de dire ça il y a peut-être une trentaine d'années, mais aujourd'hui où il y a effectivement un système d'architecture mondiale, le système des architectes, où effectivement je dirais il y a une sorte d'exagération d'une architecture spectaculaire. Les revues ont plus que jamais un rôle important. Excusez-moi, j'emploie revue, mais parce que c'est le terme générique, mais quand j'emploie revue, je dirais la presse en général, la presse d'architecture. Elles ont ce rôle d'autant plus important que la presse généraliste, c'est-à-dire les magazines féminins, etc., maintenant se mettent à montrer Zaha Hadid, toutes ces choses colorées et brillantes. Et finalement, nous, la presse d'architecture, on arrive après tout ça, et puis on est moins drôle parce qu'on commence à la critiquer, etc. Donc le rôle social des revues est en train de glisser progressivement pour peut-être, enfin, il me semble en tout cas que la chance, ou en tout cas la place qui reste aux revues, c'est justement de revenir à cette dimension sociale de l'architecture, de montrer qu'il y a une architecture possible pour tous. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait ce débat aujourd'hui, parce qu'il me semble que particulièrement là, maintenant, il y a vraiment péril en la demeure sur la presse en général. On en parle beaucoup, mais on se dit, oh, finalement, les grands journaux sont toujours là, la presse est toujours là. Mais on travaille dans des conditions qui sont... je pense qu'il y a 10 ans, on aurait probablement estimé qu'avec les conditions de travail qui sont celles de la presse aujourd'hui, la presse n'existerait plus. Bon, elle existe toujours, elle existe tant bien que mal, elle se bat. Mais moi, je ne serais pas étonné que dans 20 ans, il n'y ait plus de presse. C'est-à-dire que le mot de journaliste n'existe plus. Je vous le dis, c'est pas pour faire sensation, mais c'est quelque chose qui peut très bien disparaître. Les journalistes n'ont pas toujours existé dans l'histoire, et ils peuvent disparaître. Quand j'entends journaliste, je n'entends pas le reporter, c'est-à-dire le journaliste, il peut être le journaliste qui peut simplement relayer des faits, mais il peut avoir un point de vue critique sur les choses. Et je pense qu'évidemment, ce qui est très dangereux, c'est que les journalistes, c'est pas faut pas sauver les journalistes comme on sauve une dernière, je sais pas, les derniers grands singes ou je ne sais trop quoi, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de démocratie possible, et il n'y a pas, je pense, de débat possible sans presse. Et aujourd'hui, le danger, il vient à la fois des moyens ils sont divers. Il est le fait que les gens lisent moins, vous l'avez très bien remarqué, et pour nous, c'est quelque chose de très cruel, parce qu'on a plein de choses très intéressantes à publier, et on les restreint, on les fait plus courtes, parce qu'on sait que sinon, il n'y a aucune chance que ce soit lu. Donc le but, c'est au moins que ce soit lu, que ce qu'on publie soit lu. Ça peut paraître un paradoxe, mais c'est comme ça que ça fonctionne. L'autre danger, il est effectivement par la surinformation. Et aujourd'hui, beaucoup d'architectes qui ne sont pas contents d'être publiés dans nos revues nous disent de toute façon, vous, on s'en fiche, maintenant il y a Internet, il y a des blogs, etc. Et je pense qu'ils se trompent fondamentalement, parce que c'est très bien qu'il y ait des blogs ou des tas de choses sur Internet, mais un blog n'est pas du journalisme. Ça peut être complémentaire, mais ça n'est absolument pas la même chose. Et donc il peut y avoir des milliers de blogs, ça ne remplace absolument pas une revue avec son indépendance, son point de vue. D'autant que quand on achète une revue, on l'aime, on la déteste, mais on sait qu'on lui fait plus ou moins crédit. C'est-à-dire que ce soit une revue d'architecture ou Le Monde, même si c'est très critiqué, on sait que quand il y a des informations, en général, elle est vraie, et que si jamais ils se trompent, généralement, ça se sait, il y a un petit scandale, donc on leur fait crédit. Or, aujourd'hui, le monde d'Internet est le monde de la rumeur, et même en informatique, il y a des sites Internet qui sont nés comme ça en France, et qui n'ont aucune déontologie, et qui font courir des rumeurs, qui sont répétées, etc. C'est vraiment catastrophique. Et beaucoup de gens disent « Ah ben c'est sympa, c'est gratuit », et effectivement, les gens ne font plus la différence entre le travail de journalisme, qui est un travail critique,
et celui d'un blogueur qui peut être 1000 fois plus génial qu'un journaliste. Ce n'est pas la question, hein. Il ne s'agit pas de déprécier le travail des blogueurs ou autres, mais ça n'est pas la même chose. Et donc, pour en revenir au rôle social des revues, je pense qu'elles ont un rôle de vigilance, qui est le rôle historique des journalistes, en fait, mais qu'on a tendance à oublier, et qui me paraît fondamental et qui est, à mon avis, très en danger actuellement. Voilà. Point sur lequel j'aurais bien aimé vous dire 2-3 choses, c'est pour ce qui concerne la critique. Parce que je crois que c'est un des sujets qui est le plus difficile, et d'ailleurs ça s'est senti dans les propos qui ont précédé. La question de la critique en architecture est une question extrêmement difficile. Pour des tas de raisons. Alors, je ne sais pas si je vais les dire toutes, mais effectivement, un des premiers problèmes, c'est la question de la relation avec les architectes, qui fait que, effectivement, ce sont nos premiers pourvoyeurs d'informations et que, d'une certaine manière, ils exercent sur nous une certaine pression. J'entends quelquefois dire que la publicité commande en quelque sorte la publication de nos revues. Donc à certaines époques, des gens nous disent ça marche bien parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pubs dans la revue. Et puis à d'autres époques, les gens disent au contraire, actuellement on nous dit c'est la crise, vous allez souffrir, il n'y aura plus de pubs dans vos revues. Moi je ne suis pas sûr du tout que ce soit la publicité qui soit le premier moteur des difficultés de la presse, et en tous les cas des questions qui nous préoccupent quant à la critique. C'est bien plutôt la relation que nous entretenons avec les architectes, et relation qui est rendue difficile par le fait que les revues d'architecture, d'une manière générale, pas forcément d'ailleurs parce qu'elles ont de la publicité ou parce qu'elles n'en ont pas, mais d'une manière générale, les moyens, pour des raisons autres qui nous échappent, et quelquefois dans un grand groupe de presse, on n'a pas plus de moyens que dans une revue, disons, moyenne d'architecture, il y a un manque de moyens très, très clair vis-à-vis de... C'est Emmanuel qui dit que j'exagère, je ne pense pas. Non, on ne va pas pleurer. Je vous assure que les rédactions ont, dans une revue comme AMC, je vais prendre AMC, les rédactions ont des moyens limités. Donc ces moyens limités font qu'on est assez dépendant des architectes, et on en est dépendant à cause de ce manque de moyens, et aussi à cause de ce que disait tout à l'heure notre confrère italien, c'est que finalement, dès lors que l'on rentre un petit peu dans le détail d'un projet d'architecture et que l'on s'exprime d'une manière qui peut être considérée comme critique, même si c'est simplement pour dire peut-être que ça aurait pu être fait un peu différemment, peut-être que dans la façade arrière droite, le volet aurait pu être rouge au lieu d'être bleu. Dès qu'on s'aventure dans ce genre de détails, on a effectivement une réaction forte des architectes qui peut être effectivement quelque part de nous couper les vivres, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on n'ait plus, qu'on soit considéré comme une revue à bannir, puisqu'elle ne fait pas le travail tel qu'elle devrait le faire. Alors, justement, cette question de la critique, elle est assez redoutable, et il y a un article qui avait été fait par François Chalin, qui a été publié dans différents domaines, dans différents endroits. Le premier étant, je crois, la revue Le Débat, et puis ensuite, ça a été publié de façon plus longue dans un ouvrage qui concerne donc la critique architecturale. Et l'idée, c'était de prendre le musée du Quai Branly et de voir comment il avait été traité dans les différentes presses, aussi bien nationales qu'internationales. Donc c'était une étude assez intéressante sur ce plan, qui montrait que finalement la critique avait été assez redoutable dans les pays anglo-saxons. Et là encore, peut-être parce qu'elle, c'est de tradition, elle peut s'exprimer plus facilement dans ces pays anglo-saxons qu'elle ne s'exprime chez nous. Et d'ailleurs, à ce propos, dans cet article, François Chalin nous avait traité la revue AMC de revue acritique, c'est-à-dire le préfixe privatif, nous considéré comme acritique. Bon. Moi, je pense que ça n'est pas vrai. La première des critiques, évidemment, c'est publier, pas publier. C'est déjà une façon de faire de la critique. Mais il n'empêche qu'effectivement,
on a beaucoup de mal à faire ce genre de critique. Et cette étude qui avait donc trait à l'ensemble de la presse internationale montrait bien le retard, si retard il y a, que nous pouvons avoir à ce sujet. D'autant plus, enfin moi je le dis quand même, nous sommes dépendants, et peut-être que Emmanuel ne sera pas d'accord, mais il pourra le dire après, nous sommes vraiment dépendants des architectes, ne serait-ce que pour la fourniture des documents, voire même pour la permission de publier, puisqu'il y a un droit des architectes sur leur œuvre, et que de ce point de vue-là, nous sommes quand même assez dépendants. Je crois que nous en sommes d'autant plus dépendants que les architectes, beaucoup d'architectes deviennent des marques. C'est le phénomène de la médiatisation qui s'est amplifié. Et le fait que ça devienne des marques, moi j'en ai un exemple très simple, c'est que l'année dernière, dans le cadre de l'écart d'argent, nous avons primé des architectes dont beaucoup de gens dans le monde de l'architecture n'avaient pas forcément entendu prononcer le nom. Et ça a surpris, sinon déclenché certaines réactions vives, alors que cette année, l'architecte qui a eu l'écart d'argent, enfin dont le bâtiment a eu l'écart d'argent, chaque personne que je croise aujourd'hui me dit très bien, c'est parfait. Mais je pense que le nom de l'architecte de cette année est une meilleure marque que le nom que nous avons utilisé l'année dernière quand nous avons primé les architectes d'une école à Bordeaux dont vous avez probablement entendu parler. On fait un long chemin et vraiment je les remercie beaucoup de faire cet effort, de venir de si loin pour être avec nous. Vraiment. Merci beaucoup. Oui. Alors, bonsoir, je suis Paolo Cascone, je suis architecte, ingénieur environnemental et chercheur aussi dans un groupe de recherche qui s'appelle Océane. D'abord, je voudrais remercier Massimo et Georges pour l'invitation. Et je suis vraiment ravi d'être à côté des gens si importants ici. C'est vraiment une responsabilité énorme de parler, d'exposer des idées nouvelles par rapport à tout ce qui est le développement durable. Je pense ici il y aura des approches très différentes et donc ça va donner, j'imagine, une richesse par rapport à ce débat. Je commencerai par Yona Friedman, peut-être. J'ai pas de mots pour présenter Yona Friedman. Donc, c'est très simple. Si la montagne ne vient pas chez moi, je vais à la montagne. Je vous raconterai, je ne sais pas si je parle assez fort, si on m'entend bien. Je vous raconterai une petite histoire qui m'est passée l'année passée, 2007. J'ai eu un chien que j'aimais bien, c'était un chien remarquable. On a co-écrit un livre, j'ai appris beaucoup d'elle et elle a donné même une interview en France 2. C'est moi, j'ai fait la traduction, évidemment. Bien, ce chien est mort l'année passée. Et une expédition polaire dans l'Arctique, des amis ont eu l'idée, un peu par blague, donner à une petite île le nom de mon chien. Ça c'est Balkis Island maintenant. Autrefois, en esquimau, ça a été l'île des chiens. Bien, c'est le côté blague. Mais de l'autre côté, ils m'ont demandé comment je peux imaginer une cité sur Balkis Island. Est-ce que c'est habitable? Et ils m'ont donné un nombre de photos
Et j'ai fait des photomontages d'une ville imaginaire de Balkis Island. C'est le côté pittoresque. Mais en même temps, j'ai commencé à réfléchir, est-ce qu'une ville comme ça a une justification? Et comment une ville comme ça peut exister? La justification a été facile à trouver. Avec le réchauffement, le passage du nord entre Pacifique et Atlantique devient navigable suivant les prédictions. Donc, j'ai imaginé que Balkis Island sera une sorte de station-service pour cette navigation. Mais alors, comment est la ville même, l'île même? Alors, l'idée a été au départ très simple. Cette situation géographique qui garantit 6 mois de jour et 6 mois de nuit. Les 6 mois de nuit, la navigation est évidemment et par définition impossible. Donc, la ville fonctionne seulement en été. Bien. Mais en été, comment ça fonctionne? Serait une ville où il n'y a pas de problème d'énergie. Énergie solaire, 24 heures par jour pour 6 mois. Mettons 5 mois, je ne regarde pas les détails. Donc, la ville est habitée durant l'été. L'énergie est garantie et le ravitaillement des denrées périssables durant l'été, c'est possible. Ça veut dire une certaine agriculture. Vous le savez, en Islande, il y a de l'agriculture très développée et bien, ça aurait été possible. Donc, l'île, point de vue d'énergie et denrées périssables, est autonome. Oui, mais qu'est-ce qui passe l'hiver? Mais bien, l'hiver, tout le monde qui habite dans l'île va dans sa résidence secondaire. Ça a l'air un peu une blague. Mais ça m'est revenu que la plus radicale solution de problème d'énergie, c'est tout simplement pas forcer un climat conditionné, mais tout simplement, bêtement, suivre le climat. Il y a beaucoup d'animaux qui le font avec beaucoup de succès. Et maintenant, je fais un petit fleur pour le carré bleu. En l'an 2000, André Schimmerling m'a demandé de faire un article « Comment je vois l'architecture du 3e millénaire ». Alors, évidemment, je n'en sais rien. Mon première idée, ça a été que bien, l'architecture n'a pas beaucoup changé depuis 2000 ans. C'est peut-être ne changera pas aussi dans le nouvel millénaire. Mais j'ai sorti d'une chose, je fais un bilan de la situation actuelle. Et voilà, j'ai regardé les statistiques et j'ai réalisé que proche de 80% de l'humanité vit dans les régions tempérées, dans les régions où le chauffage domestique ou le conditionnement n'est pas nécessaire. Et n'oublions pas que le chauffage est une des plus lourdes charges
sur le bilan d'énergie. Et j'ai regardé ces 80%, bien, c'est surtout les gens pauvres. J'ai travaillé avec des bidonvilles au Brésil, en Inde, etc. C'est évidemment le problème de chauffage n'existait pas. Et c'est évident qu'une bidonville, c'est nécessairement, ça veut dire les gens pauvres s'installent dans ces régions. Dans les Sibéries, il n'y a pas de bidonville. C'est impossible techniquement. Et de l'autre côté, la population riche a une résidence secondaire. Et il y a le va-et-vient, la navette entre les résidences secondaires. Alors, je pensais que il y a donc cette situation que j'ai expliquée avec Berkis Island, que avec transférer l'habitation autant que possible vers les zones tempérées. Je ne veux pas maintenant entrer à tous les détails de cet article sur le 3e millénaire. Je pensais seulement que la partie nouvelle, c'est qu'on va vers l'indépendance, la proximité qui a été la raison des villes, la proximité absolument nécessaire n'est plus impérative. En effet, la proximité chez les anciennes villes, ça a été pour les défenses, pour l'autodéfense. Les villes sont des ressources qui ont pris forme une fois construites et ont une haute teneur en énergie primaire. Pour réussir une intégration plus proche de l'équilibre global de la nature, aussi bien les territoires environnants, les bâtiments ou les espaces urbains, que les infrastructures, les systèmes de transport et communication doivent tous se soumettre à un processus constant de modification et de reconstruction qui s'adapte au cycle naturel de rénovation et recyclage. Une utilisation attentive du territoire associant une densité raisonnable à un programme de développement continu peut aider à réduire les dépenses des infrastructures et services de transport et à limiter l'occupation indifférenciée des nouvelles surfaces de terrain. Nous devrons développer les mesures qui rétablissent l'équilibre écologique et énergétique, une ville à la mesure du développement durable. Et aussi, dans un autre côté, une ville à la mesure de l'enfant et de les personnes âgées. Rappelons ici les mots du grand urbaniste, maire et citoyen Enrique Peñalosa, qui a transformé la ville de Bogotá dans les années 90. Faisons une ville pour les enfants, pour les citoyens du futur, en leur enseignant à connaître et à partager les choses. L'idée du projet intégré durable prétend conjuguer les divers savoirs transdisciplinaires vers l'architecture, l'urbanisme, la planification du territoire, dans une perspective expérimentale, écologique, à travers l'articulation entre des formes d'expression plastique et des formes au contenu technologique, des endroits, des cultures et des contextes. Je dois passer un peu de test. Dans ce cadre du projet intégré, on trouve l'esthétique du vide à travers l'usage de la topologie des archétypaux vides. Le projet intégré est intimement lié à l'esthétique du vide. L'éloge du vide, c'est le titre d'un essai qui part de la réflexion philosophique et de la critique de la société de l'accumulation agoraphobique
pour proposer le vide positif, qui constitue une stratégie esthétique et éthique liée à la production, à la réception et au dépouillement dans le domaine territorial, urbain, architectural et artistique. Ce cycle de la production et de la réception se produit à travers les catégories de l'espace limite, l'apparence, l'émergence, la latence et le vide. Je veux répondre à ce défi de mon ami Massimo de faire publier ce livre dans un format réduit dans le carré bleu, que c'est pour moi un honneur. Je dis, l'esthétique du vide est notamment liée à l'éthique et à une certaine spiritualité. Dans ce sens, l'importance de la vacuité est à la fois pragmatique et métafonctionnelle et métaphysique, et se trouve liée à l'ensemble de la production et à la façon de vivre l'espace. Et cette condition de vide, comme le simple besoin de respirer, est valable à toute mise en œuvre dans l'espace, quelle que soit la forme sous laquelle elle s'exprime au niveau du discours, que ce soit la musique, la peinture, la sculpture, le territoire, le paysage, la vie ou l'architecture. Comme a indiqué Fernand Tavora, l'espace vide est tout aussi important que l'espace rempli. Dans les projets urbains, c'est l'espace vide qui doit structurer et configurer la cité et non les unités économiques qui correspondent au bâtiment, comme c'est la pratique normale de la planification. La concession des nouveaux espaces publics vides associés au dépouillement esthétique permet de redéfinir le paysage urbain et social, qualitatif et durable. Ça, c'est le projet d'aménagement à Vidigueira de la place Vache de Gama, avant l'aménagement, et c'est l'aménagement à travers la démolition des murs et de la vidange de l'espace et la récupération à travers cette symbolique, cette lot, qui figure le voyage maritime de Vasco de Gama en Inde. Terre et pierre. Retour actuel aux maçonneries structurelles de pierre de terril, terre pisée, recyclage de pierres résiduelles de la coupe pour production des modules laminaires vides pour la construction d'éléments architecturaux bioclimatiques passifs. Seulement entre 3 et 10% de la pierre extraite des carrières sont utilisées dans la construction architecturale et la plupart de cette exploitation correspond à la pierre décorative car l'usage de la pierre comme revêtement est réduit. Ça laisse des montagnes de pierres résiduelles sur les paysages, dans les environnements des carrières, sans autre utilisation que le concassage. Le même se produit avec les morceaux de pierres résiduelles que résulte la coupe des plaques. Le retour aux maçonneries structurelles avec avec l'usage des résidus de taille de pierres recyclées, on a créé des modules laminaires vides de différentes géométries pour multiplier les applications de l'architecture et pour la construction des solutions bioclimatiques, des murs brisés dans la tradition de l'architecture méditerranéenne, de fraîches, de l'ombre, des murs et parois végétales, des murs structurels, escaliers, cheminées et des centres de fournitures urbaines. Et avec ce projet, je fais un peu le retour avec les technologies, avec l'aide de la technologie mécanique qui permet directement d'user des grandes pièces de pierre dans la maçonnerie de murs structurels, comme on fait pour ce projet de la cave. On combine ces deux solutions laminaires et cette solution structurelle. L'agence a désigné, a passé des jours à désigner à l'étable. Nous sommes toujours à l'agence et au chantier à désigner, à être avec les maîtres d'ouvrage pour travailler sur les matériaux, sur ce que les matériaux peuvent apporter à notre travail. Je voudrais synthétiquement
vraiment enseigner ce travail de canaliser les lumières à travers l'épaisseur delle murs e di questa boveda cupola, cette lucernaire. Ça, c'est la position del museo en Palma de Mallorca, en la bahia. Et c'est la couverture. Et l'autre, c'est une autre place, que c'est une place de bienvenue, que nous avons travaillé avec cette intention d'incorporer le public qui arrive au musée. Ça, c'est la manière que nous désignons toujours notre pensée pour porter à chantier. Ça, c'est un travail plus beau que nous avons fait à studio quand on travaillait avec Enrique Miralles, que nous avons fait cette blague, mais c'est un exercice de précision géométrique de ser capable de designer avec très précision quelques figures de la télé imagination. Alors ça, c'est une façon de travailler qui après les années a continué avec les diverses disons de notre agence. Ça, c'est la situation à chantier avec ton design très précis et que là, c'est poca liberté al maître d'ouvrage. Et une autre, ça c'est le plan de situation de Saint-Molin à Palma. Ce sont les documents que nous avons montrés à le Carré Bleu, à cette déployable Carré Bleu. Merci. Je m'appelle Francesco Iaccarino, je suis architecte italien, mais j'habite en France, à Paris, depuis 5 ans. Et je travaille dans la pratique, je travaille dans l'architecture, j'essaye au moins. Je commençais en citant une phrase qui m'a beaucoup marqué. L'ordre de la lumière dit que le porche appartient au soleil et l'intérieur du porche appartient à l'homme. Rien à voir avec les bris-soleils pour faire de l'ombre, rien à voir avec la climatisation. C'est une phrase de Louis Kahn. Je n'ai pas beaucoup l'habitude de parler en public, donc je suis désolé, mais je vais lire une page que j'écris. L'architecture risque de se transformer en acte stérile d'organisation des contraintes si nous oublions qu'à la base d'un projet d'architecture, il y a la volonté de s'exprimer et de s'émerveiller. Nous vivons dans une société qui cherche de plus en plus à se rassurer dans tous les domaines. Elle s'est beaucoup égarée ces derniers temps dans une folie productive et aujourd'hui, elle s'accroche à toute instance mesurable pour être rassurée, pour être sûre de ne pas se tromper. C'est une société qui refuse de plus en plus la subjectivité expressive. En même temps, nous vivons sur une Terre qu'au moment de l'enrichissement planétaire a engendré le plus dangereux processus de dépérissement physique de son histoire. La nécessité de tourner la page s'est imposée comme seule possibilité de survie et encore beaucoup de travail est à faire. D'ailleurs, dans une société massifiée, la subjectivité aussi s'est massifiée au point de devenir ridicule et d'être aperçue comme dangereuse. L'homme a compris que pour sauver la Terre, il fallait revoir les obligations, inventer des cibles, bâtir des nouveaux systèmes de règles. Aujourd'hui, l'architecte se voit de plus en plus imposer une bureaucratie de contraintes, une théorie de cibles et des méthodes opérationnelles. Et il se transforme souvent un bon professionnel et un sage manipulateur de surface. Mais l'architecture n'est pas le jeu savant de la meilleure réponse aux contraintes, ne peut pas être le résultat d'une de plus en plus difficile réponse au programme. Le projet, pour être ce qu'il a toujours été, doit passer par le non mesurable, doit se caler dans une subjectivité consciente pour ensuite se retourner en arrière. Le défi, pour moi, que nous avons aujourd'hui, c'est de revenir aux sources de notre émerveillement,
de nous surprendre du fait que cet émerveillement a toujours été en harmonie avec les lois de la nature et de découvrir que la source, c'est la nature même. Si, avant de se poser des questions sur la direction du soleil, son intensité et l'angle, nous revenons à considérer la lumière comme donatrice de toute présence et comme créatrice de matière et d'ombre, nous nous découvrirons peut-être capables de voir qu'un projet, au lieu d'être HQE, à haute qualité environnementale, il peut se considérer simplement comme un projet qui se nourrit de son environnement. C'est tout. Je vais vous parler d'un projet de recherche dont je suis responsable. J'ai oublié de dire que je suis enseignante associée à l'École spéciale d'architecture à Paris. Je suis responsable d'un projet de recherche qui était sélectionné par l'ADAPA, le ministère de la Culture, ministère de la Ville, tout ça, qui s'appelle Urban Ecologies, Towards a Performative Urbanism. C'est un projet d'architecture, de recherche transdisciplinaire qui est développé dans un réseau international de recherche et qui a comme objectif l'idée de développer une recherche menée par le projet, donc Research by Design, où toute l'équipe travaille sur la question de la relation cause-effet entre la forme urbaine et les performances environnementales, avec un background théorique qui est lié à l'idée de transposer tout ce qu'est la théorie des systèmes complexes dans le processus projetuel. Je vais aller très rapidement. C'est un projet, voilà, dont il y a une équipe internationale. Alors, moi, je suis italien d'origine. J'ai fait des études à l'école, à l'EA School, Architectural Association School of Architecture à Londres. Et je suis ingénieur environnemental. Ce projet de recherche, c'est un projet de recherche où, je dirais, l'âge moyen, sauf Paul Virilio et François Baudry, c'est des chercheurs entre 30 ans et 36 ans. C'est assez pour dire qu'il y a une entière génération qui commence à développer des recherches transdisciplinaires entre architecture, urbanisme, ingénierie environnementale, parfois computational design, et des autres disciplines qui sont liées à l'idée de développer un nouvel domaine. Donc voilà, dans ces projets de recherche, il y a un partenaire. Cette partenaire, c'est VNF, Voies navigables de France. Donc c'est un projet par la recherche, c'est une recherche par le projet. On a un site et on est en train de mettre en place un processus où il y a des compétences spécifiques différentes. Il y a des écoles d'architecture et d'ingénierie, dont l'école spéciale d'architecture qui amène les projets en tant qu'institution française. Il y a l'Architectural Association School of Architecture de Londres, le Berlage Institute, l'université de Stuttgart, dont le département de Computational Design, l'école d'architecture d'Oslo, EIHO. Et on est aussi en relation avec un gros cabinet d'ingénierie, pas seulement environnemental, mais aussi infrastructurel, qui s'appelle Overhoop, qui est basé à Londres. Je vais aller très rapidement. Ça, c'est vraiment un projet qui a l'intention de développer pas seulement une réflexion, mais vraiment un processus projetuel où il y a quand même une idée assez précise de une nouvelle approche, un nouvel lien entre profession, recherche et pédagogique. Ça me semble aussi très important par rapport à le contexte actuel où
c'est très difficile de développer des projets expérimentaux dans la profession, et c'est très difficile de faire des recherches appliquées dans le contexte académique. Il y a tout en partie de ce processus qui est quand même le résultat d'une dizaine d'années d'un groupe de recherche dont je viens de parler, qui s'appelle Ocean. Il y a une partie plutôt technique, mais aussi très génératif de data processing, où vraiment on travaille sur la question de comprendre et analyser de façon qualitative et quantitative les variables environnementaux, pas seulement les variables environnementaux, mais aussi socio-économiques, avec des outils qui parfois sont créés par nous, parfois sont des outils très ingénieristiques, où il y a cette idée de comprendre l'intensité des variables, l'interaction des variables environnementaux dans l'espace et dans les temps. Donc l'idée vraiment et ça c'est de quelque manière, ça correspond à notre approche théorique, l'idée vraiment de comprendre la fluctuation, l'interaction entre différentes variables et comprendre comment on peut utiliser cette analyse qualitative-quantitative pour informer les projets. Et donc, comment utiliser les informations pour développer une stratégie projetuelle. Donc, c'est une approche paramétrique, dont l'aspect paramétrique est lié à l'idée de développer des phases, en phase de préurbanisation, où, avec une approche méta-infrastructurelle, on développe une partie d'organisation de territoire à partir des variables environnementales, parfois liées à la question de récupération de l'eau, parfois par rapport à des autres questions microclimatiques, où l'idée c'est vraiment de développer une relation de cause et effet entre information et génération de la forme, donc morphogénèse, avec cette idée de vraiment travailler avec aussi la capacité de gérer, évaluer et tester les modèles à n'importe quelle échelle, parce qu'en fait ça c'est vraiment une approche transcalaire, je dirais. Donc tester, évaluer la configuration, les différentes configurations qui sont les résultats de cette approche paramétrique. Donc voilà, je termine juste pour dire que ce projet de recherche, un projet de recherche qui a comme objectif de développer des projets expérimentaux amenés par BNF. EDF aussi soutient les projets. Et le deuxième, c'est créer un master post-diplôme international basé à Paris, avec les réseaux d'universités que je viens de citer tout à l'heure, et avec l'idée de sortir en publication internationale sur cette nouvelle discipline. Donc voilà, on n'a pas énormément de temps. Par contre, la chose que j'aimerais bien faire, c'est de profiter de cette occasion pour inviter tous les gens qui sont ici au symposium qui va se passer à l'école spéciale d'architecture ce vendredi 12 décembre à partir de 9h. C'est le symposium où on lance l'hypothèse de recherche et les processus projetuels. Donc vous êtes tous invités. Quoi d'autre, voilà. Donc voilà, si vous êtes intéressés, il y aura un débat à la fin de cette symposium, et après l'année 2009, 2 workshops internationaux toujours basés à Paris, où les gens qui font partie de l'équipe de recherche seront appelés. On a aussi Paul Virilio qui sera avec nous pour c'est cet vendredi-là, 12 décembre, à l'école spéciale d'architecture. Boulevard Raspail, en face à la Fondation Cartier. Vous êtes tous invités. J'espère que Yona Friedman, s'il y a l'opportunité de venir, ça sera très intéressant pour nous aussi. Bon, je vous remercie. Et bonne soirée. La journée d'aujourd'hui avait pour objet, en synthèse, l'avenir du Carré Bleu.
Et je crois que la table ronde journalistique nous a pas mal éclairé sur les décisions que nous aurons à prendre demain. L'avenir du Carré Bleu. Moi, je pense que si on regarde, aujourd'hui on a discuté, il y a eu des interventions très intéressantes sur le rôle des journalistes, sur le rôle des revues, et que est-ce que les journalistes vont disparaître, et les revues vont disparaître, on n'a plus besoin de ces revues. Il y a énormément de publications et de livres et de tout ça intéressant, et on n'a pas le temps de les lire. Mais on a toujours le temps de lire des choses intéressantes qui nous intéressent vraiment. Et qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Je trouve que c'est le savoir, mais pas n'importe quel savoir. C'est le savoir avec un grand S. Et qu'est-ce que c'est le savoir avec un grand S? Quand je réfléchis un petit peu, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des revues qui sont intéressantes parfois et parfois elles ne sont pas intéressantes? Et pourquoi le Carré Bleu a été intéressant et pourquoi il l'a vécu par miracle, comme Georges a dit dans son speech le premier ce matin. Je pense qu'il y aura toujours besoin de revues et de journalistes, mais pas simplement pour débattre des choses. Il y a toujours des débats partout, on n'a pas besoin de revues spécialement pour ça. Mais je trouve que le débat a une fonction. Si le débat est valable, il a une fonction. La fonction, c'est élever notre conscience. À chaque époque, il y a une nouvelle conscience. On a une nouvelle understanding, compréhension. Qu'est-ce que c'est l'architecture? Qu'est-ce que c'est la ville? Et qu'est-ce que c'est l'homme? On ne connaît pas nous-mêmes encore. Et c'est ça la question primordiale. Know yourself, c'est le secret de Sphinx, de l'Égypte. Le message, connaître soi-même. Et l'architecture est un moyen de savoir. C'est pour ça qu'elle nous fascine. Parce que c'est aussi un moyen de savoir. À travers l'architecture, on comprend l'humanité, on comprend la société et on comprend l'homme. Si c'est une vraie architecture. Et si ça manque, cette dimension de compréhension, de savoir, à ce moment-là, on ressent que c'est une architecture pauvre, en fait, qu'il n'y a pas d'esprit. Alors donc, je pense que, pour synthétiser, je pense que le rôle de la revue du Carré Bleu aujourd'hui, ce serait aussi d'élever la conscience sur les choses qui sont importantes à savoir aujourd'hui. Et on en a parlé déjà beaucoup là, et aussi toutes les nouvelles prises de position de la revue vers le futur. Il y a eu des thèmes proposés. C'est évidemment le développement durable, dont on a pris conscience vraiment seulement dans les années 90. Le modernisme était un peu unidimensionnel. On a oublié le passé, on a regardé seulement vers le futur, on a regardé seulement l'homme en tant qu'animal social, on a regardé seulement les besoins matériaux. Et puis, little by little, on a commencé à comprendre que l'homme n'est pas seulement un animal social, pas seulement un corps physique qui a besoin de manger, dormir, circuler, se recréer, etc. Et toutes ces dernières décennies des années du siècle dernier, on a commencé à prendre conscience de nouvelles dimensions de l'existence humaine et sociale. Et donc, le développement durable, on en a pris conscience dans les années 90. Des questions, problèmes de la ville, on a pris conscience dans les années 60, 70. La nouvelle conscience de l'histoire, on a pris avec le postmodernisme dans les années 80. Qu'est-ce que c'est alors aujourd'hui? De quoi doit-on prendre conscience aujourd'hui?
Et je pense que c'est réfléchir qu'est-ce que c'est l'homme vraiment. Est-ce que nous sommes heureux avec toutes les richesses autour de nous? Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. Il y a quelques années, dans le monde, j'étais de passage à Paris, je crois que c'était en 2002, il y avait une interview d'Edgar Morin dans Le Monde, toute une page, une interview, et c'était très bon parce qu'il disait justement qu'il y a un problème de civilisation. Le fait que l'homme ne se sent pas bien, l'homme n'est pas heureux, c'est un problème de civilisation. Avec tout le développement de technologie, d'économie, toutes les richesses, toutes les questions qu'on a résolues, beaucoup de choses ont été résolues, ça ne suffit pas. L'homme n'est pas heureux. Pourquoi il y a tellement de, comment dit-on, en français, je ne sais pas maintenant, mais maladie. On ne se sent pas bien, en fait. On n'est pas heureux. Pourquoi il y a tellement de malheur, mal-être? Et je pense que c'est la spiritualité qui a été oubliée. On est des êtres spirituels et c'est cette réflexion-là qui a été oubliée dans le discours architectural. Si je parle seulement du XXe siècle, je ne vais pas dans le passé, mais toute la société industrielle, on a oublié la spiritualité. Et aujourd'hui, on est dans la société post-industrielle, ou n'importe comment qu'on l'appelle. Il y a le temps de penser à l'homme et au bien-être de l'homme en tant qu'être spirituel. J'ai une dette énorme vis-à-vis d'André Schimmerling et que je pense que peut-être j'ai toujours cru que le carré bleu était quelque chose qui s'arrêterait un jour avec lui, mais qu'il avait été tellement ouvert, disons, et accueillant à mon égard particulièrement, mais vis-à-vis d'autres, que toujours j'ai trouvé le temps, le plaisir et l'enthousiasme de lire des textes dans le carré bleu, que j'ai entendu encore cet après-midi une si belle histoire racontée par monsieur Yonah Friedman. C'est une histoire que André, je crois, aurait raffolé, adoré. Parce que si je peux me souvenir de lui, il a dit essentiellement, dans la vie, il faut connaître 3 états. Il faut être nomade, il faut être sédentaire et il faut être urbain. Mais il n'y a pas un ordre à ça. Et on peut bouger, on peut d'urbain redevenir nomade ou de sédentaire repasser au nomadisme. Et donc cette histoire m'a énormément plu. Et me fait beaucoup de bien, beaucoup de bonheur, enfin, d'entendre ça. On a besoin d'histoire. Et du temps pour lire un texte comme celui de Attila Bâtard, qui mêle le son et l'architecture, ben, ça crée du bonheur, ça crée du plaisir, du goût de vivre, de travailler quand on a l'occasion de le faire. Et donc, je vois aussi ici que c'est le hasard qui fait ça. Je me trouve entre un couple important maintenant dans son travail avec le carré bleu, peut-être depuis longtemps d'ailleurs, mais bon, on ne connaît pas tout de ce monde très complexe et très sillonnant d'André Schimmerling par ses liens multiples comme ça, qui sont extraordinaires. Et donc je vois que non, peut-être ça finit pas avec l'histoire d'André, mais peut-être que ça peut continuer, se développer, etc. Et cela fait, j'étais fort étonné de voir le carré bleu revivre, à faire ces différents numéros dont j'ai un peu pris connaissance finalement assez tard. Mais qui en a fait
J'ai participé. Mais oui, mais ça c'est le plaisir d'André et c'est d'avoir et vous-même d'avoir fait confiance à faire ça, parce que ça a demandé beaucoup de travail. Oui, mais c'est grâce à votre travail. Moi, j'ai fort admiré ça, parce que sinon, ça ne parlait pas du Kerala, de l'Inde, etc. Enfin, toujours est-il que André avait dit nomade, sédentaire, urbain, mais il avait dit aussi to move, bouger. Il faisait des exercices de gymnastique à la maison quand j'ai la chance et le plaisir de l'accueillir. Et donc, voilà, moi je peux dire qu'une chose qu'il faut, je pense qu'il y a des personnes comme ici à ma droite et à ma gauche qui ont décidé de continuer avec toutes les personnes présentes ici, hein, je n'oublie personne. Et donc, voilà, que moi je fais... et tant que la revue restera ouverte, et j'espère, le seul souhait que j'ai, qu'elle soit toujours aussi accueillante qu'elle l'a été. Excusez-moi mon français. Et deuxième fois, parce que j'ai préparé quelque chose de différent pour demain, c'est le carré bleu. Mais je veux réfléchir et je voudrais dire quelque chose, que ce que tu as dit il y a quelques moments, que moi intéressé beaucoup de comment l'architecture et l'architecte peut influencer les gens qui utilisent les bâtiments, habitent dans un bâtiment, etc. C'est dans une revue de Carré Bleu, il y a, je ne sais pas, c'est le 3e ou 4e numéro qu'on a publié, mon article qui parle de ce sujet, comment on peut influencer les gens qui utilisent les maisons. Et je voudrais regarder tous les sens, pas seulement les sens, mais les oreilles, les yeux, etc. Mais dans cet article, ça parle par des oreilles, par le son, de son. Et comment ça change notre vie et le pouvoir de l'architecte qui peut changer. Une autre chose que je voudrais dire, parce que entendu que ce que tu as dit il y a quelques mots, que le problème avec les humains et la nature, un problème, il y a que nous ne voulons pas accepter que nous sommes partie de la nature et les hommes pensent que c'est plus fort que la nature et peut utiliser n'importe quelle façon la nature. Nous sommes ça, c'est les problèmes de l'environnement, bien sûr. Mais l'harmonie qui existait peut-être il y a quelques mille ans, existait, nous ne pouvons pas retourner. J'ai vu hier une exposition très intéressante dans la Fondation Cartier. Et c'est une... il y a 3 parts, je ne vais pas parler trop de ça, mais il y a un part que fait une interview avec les gens dans Sud-Amérique et des gens qui habitent dans une situation incroyable et pas heureuse. Parce qu'ils ne voulaient pas laisser habiter dans la même façon qu'on a habité avant. Et ça, c'est une question que si nous donnons quelque chose mieux, il faut donner dans
tout le terrain de la vie, mais laisser dans la même façon, la même situation. Dans le même temps, on perd la vie des anciennes vies et perd beaucoup de langues, mais pas seulement sa langue, son habit, son tradition, etc. On ne pouvait pas vivre. So, il faut trouver une balance, malgré que nous utilisons la nature pour survivre, il faut trouver une balance que, malgré ça, la nature et l'homme trouvent un équilibre de vivre et vivre demain aussi. Et aujourd'hui, c'est le 50e du Carré Blé et c'est une vie très longue pour une revue, surtout pour une revue comme le Carré Blé qui a toujours été une revue d'avant-garde, une revue qui a proposé des idées nouvelles et que cette idée nouvelle a soutenu et a partagé avec des jeunes pour lesquels elle a pris le rôle d'un point de repère, d'un point d'ancrage, d'un point de toujours mise en avant. Je crois qu'aujourd'hui, la tâche qui nous incombe, c'est d'élargir le comité de rédaction et la gestion de la revue qui, je dois l'avouer, pour ces 3 ans, a fait beaucoup a dépensé beaucoup d'énergie, a fait beaucoup de travail, mais qui est resté un peu trop loin de l'internationalité qui a caractérisé le Carré Blé pendant toutes ces années de vie. Et les thèmes sont, comme on l'a dit, le développement durable, l'HQE, mais je dois souligner que j'ai montré ce matin la première couverture du Carré Blé sur le développement durable, ce n'est pas les années 90, mais ce sont les années 70. Et en particulier, c'est 75, le premier numéro du Carré Blé dédié au développement durable. 72. C'est aussi mieux, c'est une longue vie, et c'est un thème qu'il faut retenir et pousser en avant. Deuxième thème, l'urbanisme en tant que rapport avec l'architecture, la société, la ville. Et troisième point, la ville. Excusez-moi, je n'ai plus de voix, je suis un peu fatiguée, mais je cherche à parler dans le microphone. Ok. Et sur les villes, je dois dire que toujours le Carré Blé a soutenu la non-existence de villes en tant que défilé des premières femmes. Je m'explique mieux. Si vous connaissez Berlin, le Berlin de l'après-chute du mur, il y a une annexe Berlin-Ouest qui est vraiment une ville très riche où l'argent, on le voit dans les rues, où les bâtiments sont vraiment des premières femmes qui marchent sur la passerelle. Tandis qu'il y a le Berlin ex-Est, qui est une véritable ville, très vivable, très riche pour les enfants, pour les gens, pour les familles, pour tout le monde qui veut y vivre très bien. Et alors je crois que c'est important que le Carré Blé continue à soutenir son idée de ville en tant qu'endroit où le rapport avec architecture, urbanisme, société, etc., puisse continuer à vivre. Alors, moi, je suis très optimiste par rapport au futur du Carré Blé, à son avenir. Je crois que si les thèmes qu'on va essayer de développer sont dans la ligne et dans l'esprit surtout du Carré Blé, et si le rôle du Carré Blé est la confrontation des idées et la confrontation en tant que méthode, je crois que nous pouvons continuer et trouver la bonne rue, surtout une rue intéressante.
par rapport à ce que disait Kaisa avant. Un parcours intéressant. C'est dans la confrontation d'idées sur l'architecture, sur la ville, sur la société. Merci. On a écouté beaucoup de gens et on va vous écouter, on va vous donner la parole si vous avez des idées sur l'avenir du Carré Bleu tout à l'heure. Personnellement, on foisonne d'idées de partout. Il faut qu'on change, les revues changent complètement d'optique. Je pense qu'on en est arrivé au stade où il faut que nous communiquions différemment, puisque nous avons des amis de tous les pays, ça s'élargit un petit peu, et donc il faut que l'on communique maintenant avec non pas un blog, c'est Françoise Parot qu'on a lancé un petit peu sur la piste. On a 3 solutions, on les développera demain, mais qu'on ait, disons, un moyen de communication Internet entre nous tous. Je pense que le carré bleu devrait être moins carré et plus bleu, si vous voulez un programme. Et je crois que tous les problèmes de développement durable, c'est un problème social. Ce n'est pas un problème d'architecture, ce n'est pas un problème d'infrastructure, c'est tout simplement social. Et la société, c'est une énorme inertie. Ça ne bouge pas tellement facilement. Et je pense qu'une chose pourrait être intéressante pour l'avenir de Carré Bleu, penser peut-être une publication, je suis désolé, qui peut être la distribution gratuite. C'est qu'est-ce que je pense, par exemple, bien, c'est différents moyens, comme Agnès B. a le point d'ironie, qu'on le trouve partout. C'est mon expérience aussi quand je travaillais pour l'UNU. Des très simples manuels que j'ai fait dans très simples présentations, on est arrivé à 10 millions de lecteurs en Inde. Parce que ce n'est pas directement la distribution, mais disons l'incitation. Ça faisait des enfants. Ça a été republié ailleurs, ça a été repris. Je le crois que ça pourrait être un intéressant développement. Imaginez qu'au lieu d'un cahier, le carré bleu est une seule page de A2, pliée. Je prends il y a beaucoup d'expériences, souvent d'appels, des publications comme ça, et c'est qui se distribue, et c'est qui, le genre, c'est le véhicule pour arriver à la société. C'est tout, c'est peut-être, je ne sais pas si j'ai raison, mais je pensais que dire ça. Si les subventions sont suffisantes, oui. Si je ce que tu viens de dire, il y a à peu près 35 ans, il y a un sociologue canadien qui s'appelle Marshall McLuhan qui a dit ce qui est important, c'est le média. C'est pas le message qui est véhiculé mais le média lui-même. Et si je comprends bien Yona Friedman, il nous propose peut-être de continuer avec le carré bleu, mais de prendre une variation avec un produit, un support plus populaire, entre guillemets, plus diffusable. Parce qu'il faut dire que peut-être la vérité, c'est que le carré bleu aujourd'hui n'a pas une diffusion, quoi.
c'est pas qu'il est élitiste, il n'est pas élitiste, au contraire, mais il n'a pas les moyens, il n'est pas lu par beaucoup de monde, alors que il y a beaucoup d'étudiants en architecture, il y a beaucoup d'architectes, il y a beaucoup de chercheurs, etc., qui s'y intéressent, mais beaucoup ne l'achètent pas. Voilà. Donc il faut trouver le moyen, je suis d'accord, avec un moyen de diffuser plus nos idées par un autre moyen, par un autre support. Je n'ai pas eu le temps de dire parce que j'étayais mon discours, mais je suis d'accord avec Bronner, dans le sens que l'architecture est une forme symbolique et qui représente la dimension spirituelle de l'ombre. Ça, c'est un devoir aussi, un devoir. Et je crois qu'il y a 500 pour représenter ça. La poétique, l'esthétique, la technique, la critique et l'éthique. I have some more than a kind of a comment, like a critic, more than which I think I like very much all the exposition today. And but one thing I was thinking now is because this meeting also was for searching for the new steps, no, for the new direction of the magazine, no, and then I think only three or four persons who were exposing like a position or a possibility, that was the young people, no, that you were saying, how is the young people positioned to take this ahead. We had such a few minutes to show this. That was a contradiction, no? It was all the day. I think I appreciate a lot what I heard because it was my first time here. But I think if the magazine has to make a new step forward, we should not, I think, look to ourselves, to our own valley, but look which are the architecture that can be the position. How is the position, no, in nowadays, no, which is the architecture we will show, and in the moment that we have to show that, we didn't have any time to that, no, which I don't know. It was like a kind of a comment. I don't know if you agree, but I think it was a pity that in the moment that we had to show our work, it was 2 minutes, no, which I think, well, I don't know. For me, it's the same. But I think if the magazine is looking for something to go forward, I think it should be very strict on that, no, and very clear with this. Je suis tout à fait d'accord avec Ricardo, dans le sens que il faut vraiment comprendre comment on peut se mettre d'accord, trouver un lien entre une continuité intellectuelle et culturelle entre toute l'histoire de cette revue et tous les gens qui ont animé les débats dans cette revue et notre génération qui est vraiment engagée dans un domaine qui est plus où la distance entre la théorie et l'architecture n'existe plus. À mon avis, il n'existe plus. Il ne nous intéresse plus. La chose qui nous intéresse, par contre, c'est de trouver cette continuité entre votre expérience sur le terrain, dans la pédagogie, dans la recherche. Et donc, la chose qui m'a un peu gêné par rapport à je ne sais pas si on peut parler anglais ou en français. Tu comprends? Mais la chose qui m'a gêné un peu par rapport à cet après-midi, c'est effectivement qu'on n'a pas eu la possibilité quand même de parler des contenus, des visions différentes, pas seulement sur la question littéraire de l'architecture durable. Personnellement, je pense que l'architecture durable, il n'existe pas. Il y a l'architecture et basta, quoi. Mais on n'a pas vraiment dépensé du temps et des énergies intellectuelles pour parler de ça. Moi, j'étais vraiment très intéressé à comprendre qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai présenté, avoir un dialogue. Et ça, si ça, c'est la prémisse, par rapport à mon engagement, ça va être très difficile de soutenir ce projet. Parce que je cherche les dialogues sur la base
des projets plus ou moins théoriques, plus ou moins expérimentels. Mais voilà, c'est le dialogue sur le contenu. Et la continuité entre nous, entre des générations différentes. Il y a de différentes philosophies, de différentes pratiques, théories, il y a une convergence. Et je ne voulais pas dire que maintenant il y a une philosophie, qu'il faut tout le monde aller appliquer cette philosophie. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est toujours la recherche des paradigmes. Qu'est-ce que c'est la nouvelle pensée aujourd'hui? Quels sont les paradigmes de cette nouvelle pensée dont on prend conscience aujourd'hui? Et c'est ça, je trouve, le travail de synthétiser ça par les revues, les journalistes. On a toujours ce travail de synthétisation à faire et voir les paradigmes nouveaux d'aujourd'hui, de quoi il faut prendre conscience, parce que la conscience, c'est comme une spirale qui s'élève. On réalise de nouvelles choses, on comprend de nouvelles choses et on essaie ensuite de les mettre dans la pratique. Donc il y a la dialectique entre la pensée et la pratique. Oui, un seul mot pour dire que je suis d'accord avec Yona Friedman sur le fait qu'il faut changer de médias, il faut changer de moyens de communication, parce que je pense que le carré bleu, personne ne le connaît, et ça, c'est un problème fondamental. Je pense aussi que la clé du contenu, ça ne peut pas être le développement durable, mais ça serait peut-être plus important de trouver une ligne. Une ligne, c'est une ligne, ça peut être une ligne, je veux dire, par exemple, aujourd'hui on a parlé de superficialité, par exemple, de la communication autour de l'architecture. Donc ça peut être une ligne théorique, par exemple, ou je ne sais pas quoi, réfléchir sur une ligne qui définit des rails sur lesquels ça peut se communiquer quelque chose. Après, ça peut être le développement durable, mais ça peut être d'autres choses. Mais je pense qu'il y a deux choses importantes, c'est la diffusion, donc le prix et le fait de le faire connaître, et une ligne forte dans laquelle, Georges il dit, on peut tout mettre. Oui, mais si on met tout dans une ligne, ça ne sert à rien. Donc, s'il y a une ligne forte, après, toutes les contributions qui sont dans cette ligne, il y a une cohérence, c'est ça que je veux dire. Oui, mais il faut sans doute que la ligne soit un peu en continuité avec la ligne du carré bleu, parce que la force du carré bleu est dans cette continuité. Oui. On ne peut pas la perdre. La continuité, tu as raison, on n'est pas dans le développement durable. La continuité est dans le principe de la confrontation de projets et de la confrontation des théories qu'ils ont au dos des projets. Les architectes qui ont fait le carré bleu ont toujours fait des projets. Ils ont fait la formation, ils ont fait la théorisation. Ce sont trois points qu'on doit tenir, on doit garder dans la ligne du carré bleu. Oui, juste un mot justement sur la continuité sur laquelle j'évoquais des revues comparables dans les temps. Mais l'important aujourd'hui, c'est pour moi, concernant le futur du carré bleu, c'est justement de garder cette idée forte de continuité, je suis tout à fait d'accord, et peut-être de déstructurer des thèmes qui sont des idées reçues, justement comme celle qu'un étudiant d'aujourd'hui peut se faire sur le développement durable. Alors reprendre cette idée et montrer que, comme le montrait Friedman ce matin, que le thème du climat, le problème du climat a déjà été abordé avec une intelligence incroyable par Neutra, avec Scenes of America Deserts, ou d'autres ouvrages, je ne sais pas, là, ce n'est pas le but de... Mais voilà, montrer qu'il y a des choses dont on parle aujourd'hui avec une certaine naïveté et qu'il faudrait revoir à la lumière de ces contributions. Donc moi, la contribution que je sens pouvoir donner là aujourd'hui, c'est un peu celle d'historienne, architecte historienne, et je trouve qu'il y a une grande richesse dans ce sens-là
dans le passé et dans le présent du Carré Bleu. C'est-à-dire, si on arrive vraiment à prendre des thèmes qui ne sont pas forcément le développement durable, mais qui tournent autour de tous les thèmes de l'architecture, de l'espace, mais qu'on arrive à mettre en lumière certains liens précieux, on peut aussi faire revivre des projets contemporains d'une façon plus intelligente. Bon. Massimo. Non, elle demande des sous, si vous en avez, c'est tout. C'est notre trésorière. Oui. C'est un peu difficile pour moi de conclure quelque chose qui va s'ouvrir. Oui. Je dois dire que l'impression que j'ai de ce qu'on disait maintenant est que nous ne pouvons pas être ouvertes à quoi que ce soit. À mon avis, il y a dans la période actuelle, il y a fort dans la période actuelle, parce qu'il n'est pas une chose du période actuelle, mais c'est encore une chose qui a toujours été dans notre culture. Nous devons réfléchir sur le fait que la contraposition entre la culture des séparations, qui sont toujours dominantes, et la culture de l'intégration, qui est toujours encore à affirmer, ça c'est une clé très forte. Le développement durable, on disait avant, en tant que slogan, il y a un slogan ancien. Nous avons mis sur l'affiche un autre slogan, c'est que la sustainabilité va soutenir l'architecture. Parce qu'il n'y a pas, disait même Paolo avant, on ne doit pas croire dans le développement durable, dans une architecture qui est caractérisée en termes bioclimatiques, de ce type-là. Le problème, c'est bâtir correctement. C'est bâtir avec du sens. Et bâtir avec du sens, c'est toujours être libéré de quelque soit séparation mentale. La séparation fonctionnaliste, la séparation de l'urbanisme, du paysage, du développement durable et tout ça. Il s'agit toujours d'être indiscipliné. Je vous comprenez ce terme. Être en dehors de chaque séparation. À mon avis, ça, c'est un caractère qui est un caractère que j'ai toujours trouvé dans cette revue, cette feuille, tout à fait autonome et tout à fait anormal, tout à fait particulier dans le panorama des revues. On a écouté, oui, c'est différent. On a écouté le débat entre la dimension sociale des revues d'architecture et l'urbanisme. Je comprends qu'il y a un problème qui est pour les revues. À mon avis, le Carré Bleu est une feuille. Il a une griffe qui, là, depuis 50 ans, et doit préserver sa griffe. Je ne sais pas quel sera le mode dans lequel nous aurons la force de tenir cette particularité. Quand nous avons pris en charge une nouvelle démarche de la revue, on a repris le dépliant. On a repris le dépliant. On a essayé et on est tombé dans des difficultés que François disait avant. Exactement, on a cette difficulté. On peut même penser que ne va pas la peine. Maintenant, nous avons un site web
qui n'est pas tout à fait inconnu. Notre site web, toujours ces petits numéros, mais a 10 000 contacts chacun. Et on peut voir où viennent ces contacts. Sont tous les chercheurs qui travaillent sur le thème il vient d'un réseau de clés d'archès, que c'est intéressant à comprendre. Et le Carré Bleu, certainement, c'est une revue, une amitié entre peu de nous, mais il a une bonne diffusion. À mon avis, le problème principal, oui, peut-être, c'est encore la diffusion, mais je ne sais faire rien dans cette direction. Je crois que ce groupe, juste à ce moment, peut-être qu'en futur, on réussira à le défendre mieux.